Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 12 novembre, il est l'heure de l'info. Commercy poursuit son opération marketing. La ville a lancé sa fragrance, nous étions sur place. Madagascar s'est invité à Saint-Dizier ce week-end avec une exposition solidaire pour faire découvrir l'artisanat malgache. Séance de rattrapage avec le résumé sportif du week-end préparé par Gaël Bossu. Au lendemain de la commémoration de l'armistice, Philippe Delorme nous parlera de l'économie de guerre durant la Première Guerre mondiale. Toute la richesse du patrimoine de Commercy mise en bouteille. Depuis ce week-end, la ville meusienne a sa propre fragrance, un mélange de madeleine bien sûr, mais aussi de vanille et de citron. Une bougie, une carte postale parfumée et un parfum d'intérieur venus s'ajouter aux objets marketing lancés par la ville. Clémentine Coppola a suivi le lancement de cette nouvelle identité olfactive. Des notes de madeleine, une touche de citron ou encore de la vanille. Cette bougie nous propose un voyage, un aller simple pour la Meuse. Commercy a désormais son parfum. Il est chaleureux, convivial et rappelle l'enfance. Imaginé par la parfumerie Sésame implantée à Commercy, cette fragrance est l'œuvre de Jean-Charles Sommerard, maître parfumeur qui depuis 1 an arpente la région. Je pense qu'il faut s'immerger, il faut rencontrer les gens, le cœur des gens. J'ai eu cette chance de tomber en amour pour ces femmes délicieuses que vous verrez là, qui accueillaient les gens qui voyageaient avec des madeleines. Et je suis tombé sous le charme et j'ai dit tiens, je voudrais leur rendre hommage à ces femmes. Fort de cette envie, j'ai imaginé une signature en résonance avec ce que j'ai vécu aussi au cœur de Commercy, en allant à l'église, en allant me balader, me flâner si je puis dire, rencontrer aussi le cœur des gens, c'était important. Ce samedi, la gamme olfactive de Commercy a été présentée en grande pompe dans un conte musical, de la danse, de la musique et du chant pour raconter l'histoire de la ville et surtout présenter les ingrédients du parfum. Ce nouveau produit marketing s'inscrit dans la dynamique de communication initiée par la ville. On ne parlait que de Commercy il y a une dizaine d'années par rapport au départ de l'armée et à la redynamisation, notamment Safran, CMI. On parlait beaucoup de Commercy, mais ça s'est essoufflé un peu avec le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de redynamiser. On a des atouts. On n'a pas parlé du château, mais il y a le château, la Madeleine. On a encore un des seuls vélodromes du Grand Est. Nous avons plein d'atouts. Voilà, et c'est dans cette stratégie-là de reconquête un peu du tourisme, on va dire, mais surtout refaire du marketing, qu'on parle de Commercy. Ouais. Pour s'identifier, la ville a maintenant sa mascotte, Madou, son affiche vintage et bien sûr sa fragrance. Désormais, Commercy se découvre, s'admire et se respire. Ce week-end à Saint-Dizier, dans la salle du Palace, avait lieu une exposition solidaire pour faire découvrir l'artisanat malgache, une vente de textiles et d'objets décoratifs organisée par les associations Âme Solide et Mamonji Madagascar, un événement axé sur le commerce équitable qui permettait de soutenir les créateurs et artisans malgaches. Un reportage de Julien Debruyne et Léo Martin. Un voyage solidaire au cœur de Saint-Dizier. Ce week-end, l'artisanat malgache s'est invité dans la cité Bragarde avec une exposition solidaire organisée par les associations Âme Solide et Mamonji Madagascar dans la salle du Palace. Les visiteurs pouvaient sentir des épices aux arômes exotiques, découvrir des objets de décoration faits main et même des petites voitures pour enfants, symbole de la créativité malgache. Cette vente unique visait aussi à soutenir les communautés malgaches les plus démunies. Grâce aux fonds récoltés, les associations ont pu déjà financer plusieurs projets d'aide directe pour la population locale. Madagascar parce que c'est un des pays les plus pauvres au monde. Actuellement, ça va être le 3e ou le 4e pays le plus pauvre. Ça nous permet, nous aussi, de scolariser des élèves. Ça nous a permis d'ouvrir une cantine scolaire, de travailler sur l'eau, la récupération des eaux de pluie. Richesse de Madagascar n'en était pas à son premier coup d'essai. Les Bragards ont pu une nouvelle fois découvrir les petits secrets du pays dans la convivialité. La diversité des produits et l'engagement solidaire en font un rendez-vous atypique et apprécié. C'est pas la première fois que j'y viens et à chaque fois on trouve des choses originales, très accessibles et qui permettent en même temps de rendre service d'ailleurs. Parmi les habitués, Menza, originaire de Madagascar et vivant à Saint-Dizier, vient chaque année pour retrouver un peu sa culture d'origine. Cette exposition est pour elle un moment de partage et de nostalgie.
Ça fait 3 ans que je viens à chaque fois qu'il y a une exposition. Ça m'intéresse tout ce qui concerne Madagascar, donc je reviens à chaque année quand l'association il organise quelque chose, je viens. J'étais aux anges quand j'ai vu il y a quelque chose qui concerne Madagascar qui s'organise à Saint-Dizier. J'étais très hâte et après je voulais tout ramasser. Grâce à l'argent récolté, les associations pourront financer leurs futurs projets d'entraide à Madagascar, permettant ainsi de poursuivre leur mission auprès des populations locales. Hier, nous avons commémoré l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'était donc férié et vous n'avez pas eu votre rendez-vous l'Infosport. Pour les passionnés, ne vous inquiétez pas, Gaël Bossu vous a préparé un résumé sportif de tout ce qu'il s'est passé ce week-end en Haute-Marne, Marne et Meuse. C'est le tour des terrains. On commence notre tour des terrains avec du rugby. En Régional 2, l'entente Bar-le-Duc-Saint-Dizier recevait le leader de la poule, Ardennes Rugby. Et une semaine après leur belle victoire sur le terrain de Reims, les joueurs de Richard Alborch ont de nouveau créé la surprise. Les Bleus et Blancs ont mené tout le match et conclu le travail avec un essai collectif en toute fin de match. Score final 30-18. Apparemment, les premiers du classement nous réussissent en ce moment. Donc on a confirmé le match de la semaine dernière avec de belles intentions. On a été solide sur l'ensemble de la partie. On a eu un petit trou d'air début de deuxième mi-temps, mais on s'est repris et on finit d'une bien belle manière en clôturant le match sur un essai. On a bien bossé pour préparer ce match et là on récolte les fruits. Donc maintenant là on a la tête vers le haut du classement et on vise pour les playoffs et se faire une belle saison et se faire plaisir avec les copains. Et dans le même temps à Chaumont, l'entente Sud-Haute-Marne s'est imposée, elle, face à Pont-à-Mousson. On poursuit avec le volley et le CVB 52 qui confirme sa forme du moment. Après leur victoire face à Saint-Nazaire le week-end dernier, les CVBistes se sont cette fois imposés 3-7-1 face au Plessis-Robinson. À Saint-Dizier, les amateurs du COSD ont imité les Chaumontais. Face à Mézières-les-Messes, les Bragards se sont fait peur, mais l'emportent aussi 3-7-1. Une deuxième victoire cette saison en pré-national et surtout une victoire face à un concurrent direct au classement. Une belle opération pour cette jeune équipe. Alors, très satisfait du match. On se fera un petit peu le match compliqué. Ce soir, je pense qu'on a fait trop de fautes. Alors je travaille ça depuis le début de l'année, vraiment, qu'on ait vraiment un niveau de jeu stable et en faisant le moins de fautes possible. Et on perd le deuxième set parce qu'on fait vraiment trop de fautes. Et c'est des points importants et c'est un match qu'on devait gagner. On change de ballon, on passe au foot. En Régional 1, Marnaval accueillait Épernay ce dimanche. 2 semaines après leur victoire face à Éclaron, les Marnavalais n'ont pas réussi à se défaire des Champenois. Mené 2-0, Marnaval revient au score à quelques minutes de la fin du match, mais s'incline finalement 3-1. Et au même moment, dans un derby de Haute-Marne, Chaumont et Éclaron se sont neutralisés. Un coup d'arrêt pour les Chaumontais. Carton plein en handball ce week-end avec, vous le voyez, la victoire sur un fil des Barisiennes samedi soir à domicile. Les belles victoires des Chaumontaises et Langroises en pré-national face à Yutz et P2H. Les garçons chevillonnais, eux, ont cédé face aux Marnais de Tessy, un concurrent direct pour le maintien. Et pour terminer, tout a souri à nos basketteurs. Très large victoire de la Gauloise face aux Alsaciens de Furdenheim. Éclatante victoire aussi pour Saint-Dizier face à une grosse écurie de la poule, Nancy Haut-du-Lièvre. C'est le premier succès à domicile de la saison des Bragards. Voilà pour ce week-end. On se retrouve évidemment lundi soir prochain pour le retour de l'Infosport. Philippe Delorme, vous êtes un ancien professeur d'histoire agrégé en collège et en lycée, mais également docteur en histoire. Bonsoir Philippe. Merci de votre accueil. Vous avez animé jeudi dernier une conférence au cœur de ville de Saint-Dizier, une conférence sur l'impact de l'économie de guerre durant la Première Guerre mondiale en France. Nous avons commémoré hier, le 11 novembre, l'armistice de la Grande Guerre. Est-il possible de dire que cette guerre est une guerre de tranchées, mais aussi une guerre industrielle ? Tout à fait. Et je donnerai comme exemple le fait que le responsable de l'armement français, Albert Thomas, qui était un socialiste, était assailli de questions de la part des généraux qui, d'une part, lui demandaient des hommes dans les tranchées et en même temps qui commandaient des armes en quantité industrielle et il fallait bien des hommes pour les mettre dans les usines. Dans la région, qu'est-ce qui symbolise cet effort de guerre, l'économie de guerre durant la Première Guerre mondiale ? Alors on peut prendre 3 exemples. L'exemple des entreprises Robert qui fabriquaient des essieux pour l'artillerie, essieux pour l'automobile, essieux pour les camions, qui ont été si nombreux pendant cette première guerre du côté français. Et puis les usines de Marnaval
qui était spécialisée dans la fabrication de l'acier Martin, la meilleure qualité que l'on puisse trouver d'acier. Ici, la région, c'était pas très très loin du front. Est-ce que ça a avantagé ou pas forcément les usines qui se trouvaient à Marnaval et à Joinville? Avantagé, c'est beaucoup dire, parce qu'on vivait dans la crainte perpétuelle qu'il y ait une avancée des Allemands. Donc on savait qu'on était là. Est-ce qu'on était là en sursis? Est-ce qu'on était là définitivement? C'était une question, mais l'important c'était de produire et de fabriquer. Comment le pays s'est organisé justement pendant cette économie de guerre? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont réorienté leur industrie? Alors le pays s'est orienté, je dirais, en tenant compte du fait que nous restons une démocratie et que les organes, le Parlement, le Sénat, tout ce qui est le système démocratique classique et habituel, continue de fonctionner. La presse a le droit de critiquer, pas toujours autant qu'elle le voudrait, mais enfin, les institutions démocratiques continuent de fonctionner. Et c'est ainsi que les personnages qui ont eu la responsabilité de la production industrielle ont dû tenir compte de cet état d'esprit en essayant non pas de forcer les gens à produire, non pas en réquisitionnant, sauf cas extrême, mais en essayant de convaincre, en essayant d'obtenir l'adhésion et en travaillant avec les organisations qui existaient déjà, par exemple comme le Comité des Forges. Le territoire haut-marnais, il était très important pour l'économie de guerre dans la Première Guerre mondiale? Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire « nous sommes au centre, nous sommes les meilleurs, nous sommes indispensables ». Ce n'est pas entièrement faux pour la Haute-Marne, puisque on voit par exemple qu'en 1917, le gouvernement prend la décision de créer 4 nouvelles aciéries en France, dont une en Haute-Marne, à Marnaval. Très bien. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Que vous l'expliquiez, malgré un désavantage industriel de la France face à l'Allemagne, qu'est-ce qui a fait la différence? Comment la France a gagné cette guerre industrielle? J'en retiendrai 2 exemples. Le premier, c'est que les Allemands ont dépensé une énergie et un travail considérable pour fabriquer des armes terrifiantes, comme les zeppelins, comme les gaz de combat, comme une espèce de char d'assaut pratiquement grand comme cette pièce, mais qui n'ont pas été utiles. Les zeppelins bombardent Londres, bombardent Paris, mais on n'a pas vu la population de Londres ni celle de Paris se mettre à genoux pour demander la paix et implorer que tout ça s'arrête. Donc c'est des armes terrifiantes, impressionnantes et qui n'ont pas été décisives. En face, sans rentrer trop dans les détails, on va dire que les Français ont choisi, par exemple, un avion de combat qui a été bien représenté sur la base de Saint-Dizier en 1917 et 1918, un peu l'ancêtre du Jaguar, et il s'appelait le Breguet 14, mais fabriqué en grande série. Et le général qui était responsable de l'armée d'aviation française disait « Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller bombarder des villes allemandes, ce qui m'intéresse, c'est de bombarder le front là où se trouve l'ennemi ». Et durant votre conférence, vous parlez seulement du territoire haut-marnais ou de l'économie en général sur le territoire français? C'est indispensable de parler, je dirais d'abord, de l'ensemble français, de son organisation, des personnages qui ont été déterminants, comme Albert Thomas, le socialiste, ou bien un ancien polytechnicien, et c'est pas par hasard, qui s'appelait Loucher, un drôle de nom, mais c'est comme ça. Et la première fois qu'il est intervenu autour d'une table avec des maîtres de forge, l'un d'entre eux a écrit à un Haut-Marnais qui s'appelle Émile Ferry. C'est la première fois que je rencontrais M. Loucher. C'est un monsieur qui sait de quoi il parle. Rien que ces mots-là montrent que c'était un personnage, je pense, assez exceptionnel. Dernière question, rapidement. Y a-t-il eu un enrichissement des patrons des différentes industries et des usines durant la Première Guerre mondiale? Alors ça, c'est une question qui a été beaucoup posée dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'apparemment, certaines entreprises ont fait de très gros bénéfices. Je dirais que la politique du gouvernement, en ce temps-là, c'était de gagner la guerre coûte que coûte, pour reprendre une formule qui est devenue un petit peu célèbre ces derniers temps. Mais si on prend l'exemple de Louis Renault, on voit que tout ce qu'il a accumulé comme bénéfice, il l'a immédiatement réinvesti. Et ça se voit dans la géographie de Boulogne-Billancourt. On voit que la surface des usines a doublé entre 1914 et 1918.
Merci beaucoup Philippe Delorme d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.